j'habite à Montreuil depuis plus de 20 ans et c'est une ville importante pour moi. Et oui, c'est une réunion de plusieurs événements, de plusieurs moments. J'ai toujours eu peur de me retrouver à la rue, donc la question d'habiter quelque part compte. Dans Montreuil, il y a beaucoup d'immeubles comme ça, laissés à l'abandon pour des problèmes d'héritage, pour des familles qui ont acheté des choses il y a 70 ans et qui, les gens sont morts, les héritiers ne savent pas, et qui sont squattés, notamment par des sans-papiers, des migrants. Et je crois que sur Montreuil, on voit aussi une telle guerre entre les vieux habitants, les nouveaux, les choses qui passent, que cette histoire est partie de là, je crois. C'est très étonnant, enfin, j'imagine, en voyant le livre, on voit que c'est pas... Enfin, je crois que c'est pas un fil narratif tendu d'un bout à l'autre. En fait, c'est des morceaux d'histoire qui sont venus se rajouter presque par elles-mêmes. Et on parlait de cinéma tout à l'heure, il y a presque quelque chose du cinéma dans l'écriture de ce livre, dans le sens où oui, il y a une phase d'écriture qui pourrait être le tournage, où des scènes, des chapitres, où des scènes à l'intérieur de chapitres ont été écrites, presque indépendamment d'avant et d'après. Et après, il y a eu un assez longtemps de montage par lequel l'histoire du livre est venue. Mais presque, comment dire, cette histoire m'était passablement inconnue jusqu'à 6 mois avant que je finisse d'écrire le livre. Comme si elle avait existé quelque part, là, sans que j'y ai accès, et que c'est par le travail qu'on avance. Et je crois qu'il y avait une confiance dans le fait qu'une histoire puisse s'appuyer sur d'autres ressorts que ceux d'un récit bien calibré, on va dire. Notamment, il y a le chapitre du Moyen-Âge, vers le milieu du livre, auquel en l'écrivant, j'y croyais peu, et pourtant ça me semblait nécessaire que ce soit là. Et je suis ravi que 2 personnes de mes amis qui ont lu le livre vers la fin pour en valider là, m'ont dit que c'était ce chapitre qui pour eux était la clé de voûte du livre. Ça me confirmait dans l'idée que ce qui faisait la tenue du livre, du roman, c'était pas une bienséance narrative, mais quelque chose de tension qui se noue et se dénoue. Cette histoire de faire commencer l'histoire aussitôt et de constamment faire des allers-retours avec de l'avant, avec de l'ailleurs, ça vient d'une sensation intime et d'une certitude intime très forte, qui est que
le présent existe à peine. Il est en tout cas nourri d'avant, mais d'avant au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et d'ailleurs, je suis persuadé par exemple que ce serait très bénéfique pour la ville de Montreuil par exemple, d'expliquer aux habitants de la cité de Lannou, qui est une des cités un peu pas très riche de Montreuil, dans lequel les gens ne sont pas forcément très bien lotis, très bien, voilà, de leur expliquer que cet endroit porte le nom un nom qui vient d'au moins 500-600 ans, qui racontait la fonction de ce qu'était ce lieu avant qu'on décide d'y construire des immeubles dans les années 50-60, j'en parle un tout petit peu dans le livre à un moment. Je crois que c'est important de savoir mettre nos vies en perspective, de savoir mettre nos présents dans le flux d'un temps vaste. Ça rend les choses assez légères et ça permet à Paul à la fin de faire ce qu'il fait. Je ne sais pas si on peut le raconter là, de raconter la fin du livre. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de plan, il y a une espèce de confiance que j'avais dans le fait que c'était un livre qui apparaîtrait, et ces personnages ont des correspondances avec des souvenirs miens, des souvenirs propres, ou d'histoires que j'ai. Je vais en citer trois choses réelles. Et après, les trois choses réelles, qui ont été importantes dans ma vie. C'était notamment un ami à moi qui était cinéaste, qui s'appelle René Ferré, et qui était enfant de remplacement. Je ne sais pas si vous voyez qui est René Ferré, mais il a fait quelques films importants, et c'est lui qui m'a fait découvrir cette notion d'enfant de remplacement. Vous savez, c'est quand un enfant naît et qu'il décède en bas âge, et que les parents décident d'en refaire un vite, si possible pour combler l'absence du précédent. C'était le cas de René Ferré, qui en plus de ça s'appelait René. Donc l'enfant était René. Stendhal aussi était enfant de remplacement, par ailleurs. Il y en a quelques-uns comme ça dans l'histoire du monde. Et cette histoire-là, on la retrouve dans le nom de René, qui se retrouve. Donc elle, c'est pas une histoire d'enfant de remplacement. Elle remplace pas quelqu'un qui est né avant elle. Elle remplace. Il fallait une fille, on a fait une fille, quoi. On lui impose. On lui impose un sexe, en l'occurrence, qui n'est pas le sien biologiquement. On retrouve ce René Ferré, son héritage, dans les Dominiques, avec leur prénom épicène. Ok, il y a René Ferré. Il y a Adama Saleh, qui est cité dans le livre, qui a véritablement vécu, et qui est véritablement mort suite à une piqûre de moustique, porteur de la dengue. C'était très violent d'ailleurs quand c'est arrivé. Et lui donner une place dans le livre, ça me semblait important. J'avais envie de relayer sa mémoire de mon petit endroit. Mais l'histoire, donc Adama, dans le livre,
son histoire, elle est pour moi reliée à l'histoire d'un autre ami vivant, lui, qui s'appelle Assami, et qui nourrit l'autre partie de l'histoire d'Adama. À un moment où on sait qu'Adama meurt, et il rejoint le livre et on lui donne une autre vie, et cette autre vie est largement inspirée de la vraie vie de Assami, qui est arrivé en France il y a 12 ans, en Europe il y a 12 ans, qui n'a toujours pas de papier, qui a un travail en CDI, qui fait de la plomberie pour les mairies des Yvelines, je crois, par là-bas, ou de l'Essonne, qui travaille, qui n'a pas de papier et qui n'arrive pas à obtenir de rendez-vous à la préfecture. Assami est arrivé en Europe il y a 12 ans, il a quitté le Burkina Faso après que sa femme lui a annoncé qu'elle était enceinte. Il voulait venir en France, trouver un bon travail et les faire venir pour que leur vie soit un peu plus épanouie qu'au Burkina. Assami, qui est en France depuis 12 ans, n'a jamais vu son fils. Et c'est, enfin moi ça me déchire. Donc lui, il est présent dans le personnage d'Adama. Mais et le troisième, par exemple, vous parliez de Constant tout à l'heure. Constant, il a plein de liaisons, on va dire. Des choses littéraires, mais ça, peut-être les gens s'amuseront à voir qu'il y a des liens avec des points de littérature. Mais sinon, c'était d'une part, c'était une autre manière de revenir sur cette histoire d'enfant, de remplacement, ou en tout cas de comment des parents peuvent se construire un enfant. Ils l'attrapent et ils en font quelque chose. Et son trajet jusqu'à Madagascar, ça vient du tout début du livre, avant même de penser à Montreuil, avant même de penser à tout ça. J'avais fait des recherches sur un aïeul, un bisaïeul à moi qui était... comment on appelle ça, administrateur des colonies à Madagascar en 1920, et en consultant les archives de l'outre-mer à Aix, dans son dossier, j'ai trouvé une lettre d'insulte que lui avait envoyée un colon qui s'appelait Marcel Laborde, je crois. Et c'est vers ce Marcel que Constant va. À la fin après avoir changé plein de fois d'identité, à Madagascar, il termine en Marcel. Je l'avais emmené depuis sa forêt bourbonnaise jusqu'à Madagascar, et pour qu'il devienne je m'en veux pas trop qu'il devienne ce Marcel Laborde, je m'en veux pas trop de lui donner je ne sais pas qui est ce Marcel Laborde, je sais rien de lui, si ce n'est qu'il a un jour écrit une lettre drôle de haine à l'égard de mon bisaïeul. Il lui reproche d'attenter à la colonie, à l'empire colonial, et que s'il n'y avait que des administrateurs comme lui, il n'y aurait plus de colonie. Ça m'a rendu mon bisaïeul sympathique. Paul, c'est compliqué. Paul, il a un peu... il y a quelque chose dans Paul de mon propriétaire. Et de mes peurs aussi. Si Adama dans le livre vient de Adama et de Assami, pour devenir un personnage en propre,
Paul, je pense qu'il emprunte un peu à mon propriétaire et à moi. Notamment oui, notamment une certaine candeur. Enfin, je sais pas s'il a l'air candide dans le livre, mais une certaine non-croyance en la certitude de la science. Il y a ce long chapitre qui raconte son travail et qui revient sur le fait qu'il teste toujours parce que les faits ne sont jamais vraiment établis. Ça, c'est quelque chose qu'on a en commun, Paul et moi. Et puis, son trajet à la fin, Paul, là pour le coup, je crois que c'est encore une fois, je ne sais pas dans quelle mesure je l'ai pensé vraiment comme ça, mais je crois que c'est encore le cinéma qui revient, notamment le cinéma italien des années 70, enfin Ferreri notamment, ces gens qui osent à un moment dire, qui osent l'absurde ou le ridicule. C'est la grande bouffe, c'est cette idée que mieux que les métaphores ou les allégories, on peut raconter réellement des choses. Quitte à se faire dissoudre pour voir ses os rangés dans une jolie boîte. Au tout début, je crois que j'ai eu envie de faire une histoire, sauf que ça ne marchait pas, ne fonctionnait pas. Et du coup, pendant assez longtemps, je ne me suis pas posé la question de faire une seule histoire. J'ai écrit ce qui me semblait important, nécessaire, valable, utile pour rendre hommage, pour respecter ces personnages qui étaient présents. Par exemple, quand on est dans l'immeuble, eh ben, on a les Dominique qui sont là. Il faut bien que les Dominique viennent de quelque part. Je peux pas me contenter de les poser là dans cette maison. Et quand je commence à raconter l'histoire de Dominique, et ben il y en a donc la Dominique du couple est une enfant de remplacement encore, elle aussi. Je sais pas d'où elle vient ou comment elle vient, si ce n'est qu'elle habite à Pont-de-Clé où a vécu une partie de ma famille, ce qui c'était plus exactement Pontcharra et Rieux-Pérou, voilà, mais c'est vers Pont-de-Clé. Et l'autre Dominique, l'homme du couple, lui, il vient du haut du plateau du Vercors. Et là, c'était une petite... il était à la fois le cousin fictionnel d'une réalité qu'a vécu Georges Perec dans W, ou le souvenir d'enfance. Il y a une séquence où il est réfugié à Villard-de-Lans ou à l'Autre-Vercors, je ne sais plus. Et un jour, avec son institutrice, il part goûter dans la forêt avec les autres élèves. Et là, il voit débarquer une troupe de résistants. Mon Dominique est là, il observe cette histoire. Mais par ailleurs, c'était aussi une manière de renouer avec quelque chose de mon histoire familiale,
puisque dans mes bisaïeux, donc il y a le malgache, et de l'autre côté il y a un homme qui s'appelait Marius Gaillet, qui était résistant lui aussi, enfin lui aussi, qui était résistant. Et oui, je dis lui aussi parce qu'il a été assassiné par les nazis en même temps qu'une troupe de résistants. Et donc voilà, c'était toutes ces histoires-là qui me... J'avais l'impression qu'en tirant un fil, un peu, donc peut-être le fil de cet immeuble montreuillois à travers le temps, puisque, bêtement, mais pour que l'immeuble existe, il faut bien qu'il ait été construit un moment. Pour qu'il soit construit, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit propriétaire de cet endroit. Pour qu'il y ait un propriétaire, il faut bien qu'un jour, quelqu'un décide qu'on donne propriété de terre. Je suis un peu digressif, souvent, on le voit peut-être depuis tout à l'heure, digressif, et il y a quelque chose de la poupée gigogne. Quand on fait un récit, eh ben, il y a quelqu'un dans le récit, on doit en raconter quelque chose, sinon c'est pas respectueux à l'égard de ce personnage. Donc voilà, et il s'avère que... Et après ça amène à des absurdités peut-être, en termes narratifs, mais qui, si elles fonctionnent, et j'espère qu'elles fonctionnent, c'est parce qu'elles correspondent à quelque chose à quoi je crois très fort. Je reviens sur ce chapitre de l'enfant du Moyen-Âge, voilà, dont je ne connais pas le nom et tout ça, mais je suis sincèrement persuadé que ces vies-là ont fait les nôtres. Et qu'à un moment, quand je raconte l'histoire de Paul qui a 12 ans, il faut qu'il soit en présence d'un récit, même si je ne peux pas bien le raconter, même si j'ai pas tout ce qu'il faut pour en faire bien le récit, je sais que c'est en présence de ça aussi que le monde de Paul existe, et le monde de Paul qui est le nôtre aussi. J'ai l'impression d'être parti n'importe comment. Je suis passé par des titres très absolument pas sexy, quoi. Je sais même pas s'il mérite d'être énoncé. Si, pendant un moment je l'avais appelé, et avant même d'imaginer cette fin, je l'avais appelé la numérotation des abattis, en souvenir de la guerre, vous savez, enfin. Et à cette occasion, quand je l'ai appelé comme ça, j'ai vu plein de gens qui me disaient mais c'est quoi les abattis? Donc je me suis rendu compte que plus grand monde ne savait ce qu'étaient les abattis, donc j'ai laissé tomber, et encore moins leur numérotation, qui était une expression qu'on disait, si je ne me trompe pas, aux soldats engagés de la Première Guerre mondiale, qui était numérote tes abattis, c'est-à-dire tes bouts, tes extrémités, parce que tu vas en perdre à la guerre. Et donc, il y a un moment, le livre s'est appelé la numérotation des abattis. Finalement, à la fin, c'est ce que Paul fait avec ses 200 ciseaux qui composent notre squelette. Mais et pourquoi usufruit? Pour 2 ou 3 raisons. Et je trouve que c'est un beau mot qui contient le mot fruit, et que les fruits on les trouve dès le début dans les pêches de Montreuil, et qu'en même temps c'est un mot très administratif ou notarial, je sais pas,
et qu'on puisse rapprocher, enfin que ce mot rapproche à la fois quelque chose de très triste, les questions de propriété, d'héritage, de notaire, et qu'en même temps dedans il y a les fruits. Je trouvais que c'était... Enfin, ça m'interpellait. Et qu'après il est question dans Usu d'usage, et tous nos personnages, je crois, font plus ou moins usage des lieux qu'ils traversent, qu'ils en soient propriétaires ou non, qu'ils aient le droit de le faire ou non. Et voilà, ce titre-ci, finalement, il m'a paru juste. C'était... Oui, pour la question, pour la présence du mot usage dedans, et la présence du mot fruit, et le côté strictement légal, si je ne me trompe pas de mot, du fruit, une propriété, toutes ces choses qui participent à un découpage du monde. Une des choses que j'aimerais avoir pu partager avec les gens qui vont lire ce livre, c'est que le présent est plus épais que ce qu'on croit. C'est que voilà, c'est peut-être une banalité, mais en tout cas ça peut être une sensation très forte que le temps que nous traversons nous a fait, nous fera, en même temps que nous le ferons et que nous le partageons. Et j'espère que c'est quelque chose que les lecteurs et les lectrices trouveront, notamment dans ce premier chapitre, dont j'espère enfin même cette première page, dont j'espère qu'elle a qu'elle a une capacité à nous embarquer dans un espèce de cours, puisqu'il est beaucoup question d'eau, dans une sorte de cours du livre, et que oui, peut-être pouvoir partager que le cours de nos vies est en liaison permanente.